C'est ton droit vous est présenté par 1-855-MAître. Vos intérêts défendus d'une main de maître. Règles, Loi, recours. Enfin un balado juridique simple à comprendre. C'est ton droit avec Maître Sophie Mongeon. Hey, bonsoir. Bienvenue au balado juridique C'est ton droit. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Maître Sophie Mongeon. Je suis avocate depuis d'une trentaine d'années. Et à chaque fois que les gens rentrent dans mon cabinet, puis je leur pose des questions, ils me répondent tout le temps, oui, mais je le savais pas. Alors, je suis un petit peu tannée d'entendre cette réponse-là parce que nul n'est censé ignorer la loi et ses droits. Et donc, c'est pour ça que le balado C'est ton droit, c'est l'occasion pour vous de commencer à comprendre comment ça fonctionne. Tu sais, le droit, là, c'est partout dans notre quotidien. C'est parfois compliqué, intimidant. Donc, le balado a comme objectif, justement, de rendre ça pas mal plus simple pour vous, concret, sur des sujets qui vous concernent vraiment. Tout le mois de janvier, par exemple, ça va être le droit du travail. Le mois de février, on va parler de logement, de d'autres programmes sociaux, etc. Et tout ça va être disponible sur le site Internet www.c, avec un gros C, tondroit.ca. Donc, chaque épisode comprendra un thème. Donc, à ce moment-là, vous allez être capable de suivre la programmation. La façon que ça va procéder, c'est qu'au début, il va toujours avoir 20 minutes de théorique où on va aborder un problème ou un sujet quelconque. Ce soir, c'est le harcèlement psychologique et je suis accompagnée de Maître Sabrina Péloquin, qui est avocate et enquêtrice accréditée pour les enquêtes de harcèlement psychologique. Et pendant que Maître Péloquin va expliquer un peu c'est quoi le harcèlement psychologique, le recours et les procédures, vous pouvez poser vos questions dans le chat TikTok. Donc, on va répondre, on va regarder ce qu'il y en est et à travers tout ça, pendant le cours un peu théorique, il va y avoir des vrais ou faux qu'on va vous demander de participer. Suite à la théorie, un peu de l'information générale, on va avoir une période de questions où on va s'attarder surtout sur les questions qui font référence au sujet de harcèlement psychologique ou toute autre bonne question. C'est sûr qu'elle va être répondue. C'est ouvert pour la période de questions. Je veux vous mettre en garde. Ceci n'est pas une opinion juridique personnelle, c'est de l'information juridique. De plus, vous êtes plusieurs à vous poser des questions. Sophie, quand on te donne des cadeaux sur TikTok, puis des dons, etc., est-ce que tu fais de l'argent avec ça? Bien, à partir de maintenant, aujourd'hui, jusqu'à la fin de la saison mai-juin 2026, on va avoir un thermomètre où vous allez voir que tous les cadeaux que je reçois vont être accumulés et à la fin, on va choisir ensemble à quelle œuvre de bienfaisance on va donner tout ça. Et puis finalement, vous allez voir, je porte la toge. Je vais la porter uniquement lorsqu'on va parler de sujets où l'avocat qui traite ce genre de sujet-là doit avoir la toge. Par exemple, en droit du travail, on n'est pas obligé d'avoir une toge. En droit pénal, en droit familial, ben oui. Donc, vous allez apprendre en courant de tout ça pourquoi qu'un avocat a une toge et à quel moment il doit le porter. Donc, en toute honnêteté, sans plus tarder, on commence. Installez-vous. C'est le temps de comprendre c'est quoi vos droits. Donc, on va commencer effectivement par discuter de harcèlement psychologique. On va faire un petit tour avant pour dire bonjour aux gens qui sont dans le chat et préparer tout ça. Donc, un gros bonjour à Nancy, à Chantal, à Gogo, à Sylvie Lapointe, à Stéphanie, Thalie, Soccer, Amazing Grace, Nancy Beauty, Claude qui est toujours là, etc. Vous êtes Paclis, Alex, bienvenue au lundi live juridique dans les studios de Cube, c'est ton droit. Donc, je vais vous présenter Maître Sabrina Péloquin. Bonjour, Maître Péloquin. Allô, bonjour. Donc, Sabrina, toi, tu es avocate depuis un petit bout de temps, 4-5 ans, si je ne me trompe pas. Oui, je rentre dans ma 5e année. 5e année. Et tu t'es spécialisée récemment en enquête de harcèlement psychologique. Pourquoi? Oui, bien, c'est sûr qu'au bureau, on fait quand même là, des cas d'harcèlement psychologique. Ça permet de me concentrer sur me préciser mon expérience sur ce domaine-là. Puis, ça m'explique aussi comment ça fonctionne les enquêtes. Fait que je sais un peu qu'est-ce qui est recherché. Puis, ça développe ma pratique. Bon, bien, excellent. Donc, le point de vue, l'objectif ce soir, c'est pour vous d'apprendre effectivement
si vous êtes victime d'harcèlement psychologique, qu'est-ce que vous devez faire? Mais Sabrina, c'est quoi du harcèlement psychologique? Oui, bien, c'est sûr que il y a certains critères, comme on le sait, qui sont prévus. Les harcèlements psychologiques, là, ça peut être large, mais il y a des critères quand même qui sont définis par la loi. Donc, dont la présence d'une conduite qui doit être vexatoire. On parle de comportements là, comme des paroles, des gestes, des actes. Il faut quand même que ça soit concret. Là. Ça ne peut pas être très généralisé. Il faut quand même des actes précis, des paroles, des gestes qui doivent être répétés. Ça, on le dit souvent, là, du harcèlement, un des critères importants, c'est que ça doit être répétitif. Là. Ça ne peut pas être... À moins qu'il y ait un événement majeur, là, surtout quand on va parler de harcèlement sexuel. Là, oui. Ça, c'est plus... un événement, c'est suffisant, là, mais... Oui, ça d'habitude, c'est très clair là, que ça peut constituer une conduite grave qui ouvre la porte à une plainte. Sinon, ben, des comportements là, qui sont hostiles ou non désirés. On soulignait le « ou » là, parce que c'est un des deux, puis ça, c'est important de le mentionner. Puis, ça doit porter atteinte, dans le fond, à la dignité de la personne, son intégrité physique ou psychologique, et également entraîner un milieu de travail néfaste. Donc, milieu de travail néfaste, ça veut dire ça doit être une continuité, là, qu'une personne, par exemple, ne veut plus se présenter pour aller travailler. Là. Sur le site de la CNSST, effectivement, là, on sait qu'en octobre, il y a eu beaucoup de modifications. Là, on a parlé des risques psychosociaux. Là. Donc, à quoi ça sert, là, la nomenclature des risques psychosociaux? Puis où c'est qu'on trouve ça? Là? Oui, bien, dans le fond, le site de la CNSST a quand même bien développé là, au niveau du harcèlement psychologique. On a une très bonne définition du harcèlement psychologique et la nouveauté, les facteurs psychosociaux qui permet aux employeurs, dans le fond, de vérifier qu'est-ce qui est à risque dans leur environnement. Par exemple, là, souvent, on met comme exemple quand il y a beaucoup d'employés qui sont en jeune âge, qui font beaucoup de sorties, par exemple, à l'extérieur du bureau, bien ça peut être un des risques de facteurs psychosociaux parce qu'il y a plusieurs sorties extérieures qui peuvent des fois mener à des situations plus, tu sais, qu'on ne sait pas trop là, quand c'est à l'extérieur du bureau, mais ça reste dans le cadre du travail. Ça, c'est sûr, ça fait partie d'un facteur là, qui est un risque. On parle aussi dans les risques psychosociaux, si je ne me trompe pas, justement, que tu n'as pas assez de félicitations, oui. de remerciements, tu n'as pas de projet, ou on ne t'implique pas, ou on ne sait pas s'il y a un avenir pour toi dans ton travail. Ça aussi, ça peut être considéré comme un facteur de risques psychosociaux. Si je comprends bien, ce n'est pas un risque psychosocial comme tel qui va équivaloir de l'harcèlement psychologique, mais c'est du vocabulaire supplémentaire que vous pouvez prendre là, pour comprendre un peu plus, puis mettre des mots sur votre situation. Parce que vous savez, des fois, on vit des choses, mais on n'a pas le vocabulaire là, pour l'expliquer dans un papier. Justement, si on veut faire une plainte, comment qu'on fait ça? Puis comment qu'on se prépare par rapport à tout ça? Bien, c'est sûr que c'est important d'identifier, d'aller voir les critères. Je pense que c'est important d'aller vérifier les critères là, sur le site de la CNSST, puis d'identifier vraiment les faits importants, les faits marquants qui ont constitué du harcèlement. C'est important aussi de faire un résumé. Il y en a beaucoup qui ont tendance à mettre beaucoup de détails puis d'aller dans les plus petites actions. Mais on propose, puis on dit souvent, puis c'est ce que la CNSST suggère, d'environ 5 pages là, pour résumer les faits qui sont arrivés au niveau du harcèlement là, dans le cadre du travail. Je le dis tout le temps, il faut faire... Moi, je fais toujours l'analogie, puis là, les gens, ça les fait rire beaucoup, mais je pense que c'est la meilleure. Une relation employeur-employé, c'est comme une relation de couple. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas toutes les chicanes de couple qui sont de la violence conjugale. Donc, c'est pas tous les accrochages avec tes collègues ou avec ton patron qui devient du harcèlement psychologique. Fait que parfois, justement, avant de faire un gros texte, il faut s'assurer qu'on respecte un peu à quoi s'attendre. Je dis tout le temps aussi, tu sais, c'est pas ce que tu veux dire dans la vie, c'est qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre pour te donner raison. Fait que si je me trompe pas, en tout cas, moi, c'est ce que je constate, la pièce maîtresse du dossier dans un harcèlement psychologique, c'est ta première déclaration. Oui, c'est sûr, parce que c'est ça, sur ça que tout le reste va se baser, soit l'enquête de la CNSST ou une enquête avec l'employeur pour lequel il va faire ses démarches. Bien, ça va être le point de départ là, de tout ça. OK. Donc, Donne-moi un exemple, là, par exemple, de qu'est-ce qu'une personne pourrait, justement, là, qui est victime de harcèlement psychologique. Moi, je suis victime de harcèlement psychologique au travail. Qu'est-ce que je dois faire?
Bien, premièrement, ça dépend de l'organisation, mais d'habitude, la plupart des organisations ont et ils devraient avoir, selon la loi, une politique interne. Dans la politique interne va être prévue une politique au niveau du harcèlement psychologique précisément. Donc, elle devrait contenir une définition du harcèlement, puis la manière de fonctionner justement là, pour, dans le cadre d'une plainte, donc qui aller voir pour le dépôt de la plainte. Souvent, ils mettent 2 personnes ressources pour pas qu'il y ait de conflit. Là, si jamais c'est une personne des RH, par exemple, qui cause le harcèlement, bien, ils vont mettre quelqu'un d'autre là, à aller voir. Mais c'est la première chose à faire, aller voir là, la politique interne de son employeur. Est-ce que, c'est ça, des politiques internes, quand tu travailles pour un gros employeur, c'est sûr qu'ils ont une obligation d'avoir une politique interne, mais quand tu travailles peut-être au petit dépanneur du coin, etc., ils n'ont pas tout le temps toutes les politiques internes comme telles. Non, c'est sûr. Ils n'ont peut-être pas encore des politiques qui ont été mises à ce moment-là. Bien, ça va être de faire les démarches au niveau de la CNSST. Il y a toujours 2 possibilités, soit les normes du travail ou la santé et sécurité au travail. Justement, j'ai ici une question de Nat Flash qui dit si c'est une institution fédérale, ce n'est pas couvert par la CNSST. Quand c'est une institution fédérale, si justement on travaille pour une banque, Via Rail, Air Canada, le CN, etc., donc des entreprises qui sont assimilées à du fédéral, eux, il faut faire une plainte au Code canadien. Au Code canadien du travail. Donc, c'est pas la CNSST. Non. Mais si, par exemple, ça, c'est une des questions vraies ou faux qu'on avait prévues, puis on va vous demander qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, si c'est vrai ou si c'est faux. Si, justement, on travaille pour une entreprise fédérale et justement, on a une lésion professionnelle, ça nous empêche de travailler, même si on est pour une entreprise fédérale, vrai ou faux, on peut-tu faire une réclamation à la CNSST pour une blessure? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que vous travaillez pour une entreprise fédérale, vous êtes victime de harcèlement psychologique. Est-ce que vous pouvez quand même faire une réclamation à la CNSST? Lésion professionnelle. Parce qu'effectivement, Sabrina, il y a lésion professionnelle puis il y a norme du travail. Oui, il y a les 2 volets. Les 2 volets apportent quelque chose d'autre. Chacun apporte quelque chose. Dans le fond, bien, c'est sûr que norme du travail, c'est tout dans le fond, c'est tout ce qui est en lien là, avec le délai de 2 ans au niveau de la réclamation. Puis, on peut avoir des mesures de réparation. Tout qu'est-ce qui est lésion professionnelle, bien là, à ce moment-là, c'est quand il y a un diagnostic vraiment là, au niveau médical, qu'on a un diagnostic médical, bien à ce moment-là, on peut faire une réclamation au niveau de la lésion professionnelle, obtenir à ce moment-là là, des indemnités de remplacement de revenus à cause qu'on est en arrêt de travail, etc. Fait que tu as la CNSST division santé et sécurité, puis tu as la CNSST division normes du travail. Le harcèlement psychologique division normes du travail, c'est plus pour un montant forfaitaire puis pour que ça cesse. Tandis que lésion professionnelle, c'est quand j'ai vraiment un diagnostic qui m'empêche de travailler. Parce que vous pouvez être victime de harcèlement psychologique puis continuer à travailler. Exact. Mais vous pouvez être aussi en arrêt médical et donc faire une réclamation à la CNSST. Oui, c'est ça. Ça distingue un peu les 2. Là, si on n'a pas d'apport de médecin qui dit qu'on est en arrêt de travail puis qu'on a un diagnostic psychologique, à ce moment-là, on ne peut pas faire de réclamation pour une lésion professionnelle. C'est-tu le délai? Le délai est-tu le même aux 2 places? Non, le délai n'est pas le même. Donc, pour une plainte aux normes du travail, c'est 2 ans depuis la dernière manifestation d'harcèlement. C'est important quand même je pense, de faire la distinction. Et pour la plainte de lésion, c'est 6 mois depuis la connaissance de la lésion, puis 2 ans pour ce qui est à caractère sexuel. OK, dis-moi donc, est-ce que, là, on va poser la question dans le chat parce que c'est une question qui revient souvent. Si justement je fais une réclamation de harcèlement psychologique aux normes du travail, est-ce que ça fait automatiquement une demande à la division santé et sécurité? On va y revenir. Vous, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Si justement vous êtes victime d'harcèlement psychologique puis vous faites une plainte aux normes du travail, est-ce que vous pensez que ça l'ouvre automatiquement votre dossier au niveau de santé et sécurité? Alors, ici, ce qu'on a comme réponse, la réponse, c'est non. Ici, j'ai plusieurs personnes, X-Ray, Bexec, Claude, ils me répondent toutes, Brigitte, Guillaume, ils me répondent toutes que, effectivement, si tu fais une réclamation de normes du travail, c'est pas en même temps une réclamation santé et sécurité. C'est quoi la vraie réponse? Vrai ou faux? Ah, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc, effectivement, vous devez absolument, et tout le monde dans le chat a eu la bonne réponse. C'est
complètement volet différent de la CNSST. C'est pas lié. Ils se parlent pas nécessairement non plus. Fait qu'il faut vraiment faire attention. On pense souvent que CNSST, automatiquement, vu que c'est deux volets, oui, mais vu que c'est regroupé sous la CNSST, on pense que ça se parle puis que ça se transmet les documents. Pas nécessairement. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Là, c'est important. Ensuite, justement, on a Nimela qui pose, qui passe un commentaire et on va justement poser un petit vrai ou faux avec ça. Moi, je suis indemnisée CNSST, mais je suis syndiquée, donc je ne peux pas aux normes. Est-ce que c'est vrai ou faux que si vous êtes syndiqué ou non, vous pouvez faire ou pas faire une réclamation aux normes du travail pour harcèlement psychologique? On va laisser les gens répondre. Donc, moi, je suis victime d'harcèlement psychologique, je suis syndiquée. Est-ce que je peux faire une plainte aux normes du travail? Division, normes du travail, là, pour la plainte d'harcèlement psychologique. Mais quand tu es syndiqué, en principe, qu'est-ce que tu fais si tu es victime d'harcèlement psychologique? Bien, il y a aller voir, premièrement, son syndicat, effectivement, parce qu'ils vont vous aider, accompagner à faire les démarches là, concernant le harcèlement psychologique, déposer un grief avec eux. Parce que c'est eux qui vont vous accompagner, là, sont là pour ça. Bien, tu vois, la majorité des gens ont répondu que oui, si tu étais syndiqué, tu peux faire une réclamation à la CNSST. Oui, tu peux faire. Si tu es syndiqué puis tu es victime de harcèlement psychologique, il faut que tu fasses un grief. Donc, le seul temps que tu peux faire une réclamation à la CNSST, c'est pour la division santé-sécurité, donc 6 mois. Donc, si vous êtes syndiqué, c'est un petit peu ça. Moi, ce que je disais souvent, puis je le dis à qui veut bien l'entendre, que malheureusement, quand tu es victime de harcèlement, puis tu vas voir ton syndicat, la majorité du temps, c'est un autre membre syndiqué qui est l'harceleur. Fait que le syndicat se retrouve dans une mauvaise posture. Ou bien quand tu vas voir ton employeur, et là, à ce moment-là, lui, il va faire probablement une enquête. Bien, à ce moment-là, tu sais, aussi, c'est qui est l'agent payeur pour l'enquête? Alors que quand vous faites une réclamation, une plainte à la CNSST, bien justement, si enquête il y a, c'est par une personne de la CNSST, donc pas une personne impliquée du syndicat ou, justement, de l'employeur. Oui. Donc, justement, je fais une plainte à la CNSST de harcèlement psychologique dans les 2 ans de la dernière manifestation. Oui. C'est quoi le processus? Comment ça roule par la suite? Bien là, par la suite, c'est sûr que ça dépend toujours là, s'il y a juste une plainte qui a été faite au niveau des normes ou de lésions, mais au niveau des normes, il y a tout de suite une médiation qui est prévue avant même l'analyse là, de la plainte, si elle est recevable ou non selon la CNSST, vérifier, voir s'il y a une entente possible à faire là, avec l'employeur. Et dans le cas où il n'y a pas d'entente, bien là, c'est là que les démarches se poursuivent. Parfait. J'ai justement Amina qui nous dit, c'est quoi l'utilité de la médiation entre l'employeur et l'employé, s'il vous plaît? Donc, on fait notre plainte de harcèlement psychologique aux normes du travail. Donc, là, il regarde s'il est recevable. Le recevable, ça ne veut pas dire que vous avez raison. Ça veut dire que vous l'avez fait dans les délais. Là, puis que vous êtes un travailleur qui a droit. Donc, vous n'êtes pas un cadre supérieur. Fait que là, on vous dit que c'est recevable. Après ça, il se passe quoi? Bien là, c'est après la médiation? Non, c'est ça. Justement, tu fais ta plainte. Puis après ça, il y a la médiation. Oui, médiation. Puis dans le cas de la médiation, bien, c'est là que d'habitude, c'est par moyen électronique, là, Teams, Zoom, pour voir s'il y a une possibilité de règlement avec l'employeur, une indemnité de fin d'emploi, faire cesser le harcèlement, solution qui peut être proposée là, par le médiateur. Et c'est là, par la suite, que s'il y a échec, bien, qu'il y a une analyse vraiment d'une enquête avec la CNSST s'il y a du harcèlement ou non. OK. Donc, c'est un enquêteur ou enquêtrice de la CNSST qui va être mandaté. Oui. Et puis, toi, par exemple, toi, tu es enquêtrice, tu es reconnue enquêtrice également. Toi, dans le fond, un syndicat ou un employeur peut t'engager pour mener une enquête. Oui, exactement. Donc, firme externe qui vient faire une enquête. Là. Est-ce qu'un travailleur pourrait t'engager pour faire une enquête, tu penses? Je pense à ça comme ça. Là, je ne sais pas. Je sais pas, hein? C'est juste que la plupart du temps, c'est les... le syndicat ou l'employeur. Puis sinon, c'est fait par la CNSST. Oui, parce que c'est son rôle à l'employeur, c'est son obligation de faire cesser le harcèlement. Donc, c'est à lui de prendre les moyens, débourser les coûts qui viennent avec. Fait que c'est pour ça, je pense qu'habituellement, c'est vraiment l'employeur qui fait les démarches. OK. C'est ça, justement. Alpha nous dit, quand on appelle la CNSST, il dit souvent de voir ton syndicat. J'ai 16 qui dit, moi, j'ai vécu de l'harcèlement psychologique fait par mon employeur. La CNSST a accepté ma demande. Bravo, tant mieux pour vous. Je pense que votre texte du départ, comme qu'on vient de dire, est essentiel à tout ça. Et voilà. Donc, on continue. Donc, est-ce que la médiation est obligatoire?
La médiation n'est pas obligatoire. On peut refuser si ça ne nous intéresse pas de passer par la médiation, mais il n'y a rien qui oblige. Surtout dans le cadre d'un dossier où il y a une plainte aux deux endroits, autant lésions professionnelles que normes du travail. Des fois, ça ne sert pas nécessairement à grand-chose de passer tout de suite par la médiation. C'est mieux d'attendre là, l'enquête, là, qu'est-ce qu'il y en est. Une fois que, justement, la médiation, on a eu un règlement, tant mieux. On n'a pas eu de règlement, donc un enquêteur. Ouais. Puis, disons que l'enquête est positive pour toi. Bien évidemment, le dossier s'en va à quel organisme par la suite? Ça s'en va aux normes du travail qui va attitrer un avocat à la personne. Un avocat qui est, à ce moment-là, si la plainte est retenue, puis qu'on conclut à du harcèlement, un avocat qui est gratuit avec la CNSST, qui va l'accompagner dans son cheminement. OK. Donc, quand tu fais ta plainte d'harcèlement psychologique, je me répète un peu pour être sûr qu'on comprenne bien. La première étape, c'est tu recevable, tu l'as-tu fait dans le bon délai. Après ça, on va t'offrir de la médiation. Moi, je dis tout le temps, on dit toujours oui à la médiation. On ne pas d'un nom, on participe, on ne sait jamais. Tout, on réussit quand même à régler. Et après ça, s'il n'y a pas d'entente en médiation, il va y avoir un enquêteur des normes qui va débarquer, vérifier tout ça. Ouais. Si l'enquête est de ton bord, la santé et sécurité va dire OK, mais elle va attendre qu'il y ait l'enquête. Et si l'enquête est positive, bien là, à ce moment-là, il y a un avocat de la CNSST, des normes du travail, qui te représente gratuitement. Oui, pour te suivre dans ton dossier. Si jamais l'employeur conteste ou que ça se poursuit, bien là, à ce moment-là, il va t'accompagner jusqu'à la fin dans ton dossier. J'ai Stéphanie qui pose une question. Comment ça se passe, l'enquête? L'enquête externe, bien, c'est sûr que c'est tout un processus où l'enquêteur va commencer par rencontrer la plaignante, le ou la plaignante va prendre sa déclaration, ses allégations. Par la suite, rencontrer le mis en cause, prendre également ses allégations, selon ce qui a été dit par le ou la plaignante. Puis, les témoins, si nécessaire, que l'enquêteur juge pertinent à rencontrer. Fait qu'il y a tout ça qui est fait. Ça peut durer des mois, là, mais c'est sûr, des fois, ça peut être long. Des fois, il y a plusieurs témoins. Puis, à la fin, bien, il y a une remise là, des conclusions. Justement, si c'est l'employeur qui fait l'enquête, puis je pense que je viens de voir un directeur des ressources humaines dans le chat là, qui dit que est-ce qu'on est obligé... Moi, je suis employeur, j'engage une firme externe, donc toi, par exemple, pour venir faire une enquête suite à une plainte d'un travailleur ou d'une travailleuse. Là, donc, on fait une enquête et là, j'ai une enquête, un rapport qui sort tout ça. Est-ce que l'employeur est obligé de me la remettre? En tant que plaignante, oui. Bien, il n'est pas obligé de te remettre le rapport, mais il y a une obligation quand même de te rencontrer puis de remettre les conclusions, là, ce qui a été conclu. Parce que c'est sûr que c'est celui-là qui a demandé le service, qui a accès à tout ça, mais les conclusions, c'est sûr, doivent être remises à la plaignante, là, soit orales par l'employeur ou par l'enquêteur, là, selon ce qui est demandé par la personne qui a mandaté. C'est quoi les conclusions possibles d'une enquête d'harcèlement psychologique? Parce que là, souvent, là, on va avoir le mot incivilité là, que je vais voir. Là. Donc, c'est quoi les possibilités d'une enquête? Oui, bien, c'est sûr que des fois, il y en a qui séparent ça en deux parties habituellement. Fait que les conclusions de l'enquête, est-ce qu'il y a eu du harcèlement ou non? S'il y a conclusion d'harcèlement, souvent, ce que les enquêteurs font, c'est qu'ils font une autre partie qui sont des mesures, suggestions de mesures. Pas dirigées envers une personne là, précise, là, mais vraiment des suggestions. On conseille la médiation, on conseille telle mesure disciplinaire. Fait qu'il y a certaines mesures qui peuvent être suggérées par l'enquêteur, mais c'est pas à lui de l'appliquer puis de le faire. OK. Donc, effectivement, ce qui est agréable au niveau des normes du travail en harcèlement psychologique. Donc, si l'enquête est positive pour vous, votre dossier en santé et sécurité va être accepté. Ce qui va arriver toutefois, c'est que même si le dossier est positif pour vous, l'employeur va contester. Oui. Pourquoi qu'un employeur conteste? Je le dis souvent, là. Oui, parce que l'employeur, malheureusement, quand la CNSST paye, bien, l'employeur aussi, il est chargé de son côté. Fait que c'est pour ça qu'ils ont tendance à contester. Ça fait augmenter leur prime. Fait que c'est pour ça. C'est la seule raison, parce que sinon, les employeurs n'auraient pas nécessairement
motivation de contester. Là. Ouais, tout est une question d'argent. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est un peu comme nos assurances auto à nous. Plus qu'on a d'accidents, plus nos primes augmentent. Donc, pour un employeur, chaque fois qu'il y a une réclamation de la CNESST qui est acceptée, ça coûte de l'argent. Et ça s'accumule, là, ce dossier de Sabrina, le dossier de Sophie, le dossier, là, ça fait plusieurs, des gros coûts. Et c'est pour ça que souvent, l'employeur va contester. Donc, on a pas mal fait le tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à quelques questions, justement, qui sont dans le chat. On va entrer dans notre section ligne ouverte. Donc, on va répondre à vos questions, que ce soit sur le harcèlement psychologique ou toute autre question, surtout en droit du travail. C'est le thème du mois de janvier. Donc, ici, on voit Guillaume et Isabelle qui ont l'air d'avoir des connaissances au niveau juridique, droit du travail, au niveau de l'employeur. Et effectivement, il nous dit qu'ils n'ont pas l'obligation de montrer le rapport d'enquête. On regarde ici ce qu'il y en est. Je vois ici Lady B qui dit peut-on spécifier c'est quoi un harcèlement psychologique? Pas de harcèlement sexuel, parce que ça, c'est pas mal clair. Là. Ça, c'est un autre débat au complet. Là. Bien, je peux donner un exemple. Ah oui, donc? C'est sûr que je vais encore référer, je vais donner un exemple, mais je vais référer aussi à la CNESST qui a quand même listé beaucoup d'actes ou de gestes qui sont posés comme des exemples là, qui peuvent constituer du harcèlement. Par exemple, un employeur qui surveille beaucoup trop ses employés, qui chronomètre les pauses, qui réprimande chaque fois que son employé fait quelque chose de pas grave. Là. Par exemple, il rit un peu, il réprimande, il exclut des activités sociales, il exclut des courriels, on lui donne pas, là, on l'isole. Fait que ça, c'est tout plein de petits gestes qui, répétés, bien, ça crée de l'harcèlement, ça crée un climat de travail qui est néfaste pour la personne, puis tu n'as même plus envie de te présenter, mais ça peut être des petits gestes comme ça, là. C'est quoi le meilleur truc que tu pourrais leur donner, justement, parce que c'est des petits trucs? T'sais, moi, je me rappelle même pas ce que j'ai mangé la semaine passée pour souper. Là. Fait, c'est quoi le meilleur? Là? Quand on le sent là, qu'il y a quelque chose, là, qu'est-ce qu'on doit faire, là, selon toi? Bien, c'est sûr que c'est de... Premièrement, on peut noter aussi tout ça. Là, pour moi, s'en j'ai tout le temps. À la fin de la journée, tu arrives chez vous, là, tu prends note. Aujourd'hui, Paul m'a pas regardé. Il y a eu un meeting Teams. J'étais la seule qui n'était pas. J'ai poursu le courriel où tout le monde t'a invité au 5 à 7. Vous prenez des notes. Ouais. Et vous le savez, si vous êtes congédié en toute vitesse, vous n'aurez pas accès à vos courriels de travail. Oui. Donc, quand vous sentez la soupe chaude, gardez copie de vos courriels dans un courriel personnel. Bon, 1. Oui, parce que ça arrive fréquemment que les employeurs coupent l'accès au courriel. Fait que c'est important de garder des traces, justement, juste pour se souvenir, parce que comme j'avais mentionné, quand on fait une plainte à la CNESST, c'est important de donner des exemples concrets de ce qui s'est passé, puis pas dire « Ah, ben on m'a fait des reproches ». Il faut donner quand même qu'est-ce qui a été dit. Ben oui, c'est ça. C'est facile de dire, justement, là, je suis victime, justement, de violence conjugale. Oui, quoi? Explique. C'est ça. Sinon, c'est parce que c'est grave, là. Je fais l'analogie avec violence conjugale. On dit, ben là, c'est pas la même chose. Non. Faire une plainte de harcèlement psychologique contre un collègue de travail ou dans une équipe, qu'est-ce que ça fait? Ça brise la synergie, ça met en péril beaucoup de choses. C'est sérieux. On peut pas juste alléguer. Non, du harcèlement. Non, ça a des grosses conséquences, là. Fait faut être sûr de notre coup, là. OK, donc ici, effectivement, Isabelle qui nous dit que c'est un très beau live, les filles. Merci beaucoup. Merci de ton commentaire. Et ici, Stéphanie qui suggère, effectivement, de faire un journal de bord. Oui. OK? Donc, de tranquillement, pas vite, ramasser un dossier au fur et à mesure. Si vous êtes sérieux dans vos démarches, de tenir un journal de bord des événements, de qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ça, parce que, je ne l'ai pas mentionné, mais dans le cadre de l'enquête, l'enquêteur va aussi prendre toutes les preuves possibles qu'il y a. Donc, oui, les témoins, mais s'il y a des courriels, journal de bord, tous les échanges Teams, tout ça, c'est à prendre en considération dans le cadre de l'enquête. Fait que c'est toujours bon de garder des preuves. OK. Ben là, on a justement plein de questions là-dessus. J'ai Ray Stoney qui dit, si un harcèlement entre collègues, qui est tenu responsable? L'entreprise ou la collègue? L'entreprise. Parce que c'est l'obligation de l'employeur. C'est pas l'obligation de ton collègue. Par la suite, il va y avoir des mesures, s'il y a conclusion d'harcèlement, il va y avoir des mesures qui vont être mises en place par l'employeur aux collègues, il va le réprimander, il va avoir une mesure disciplinaire, mais c'est vraiment l'employeur qui a l'obligation de faire cesser le harcèlement. Hassan pose comme question, est-ce que l'employé est obligé de participer à l'enquête de l'employeur?
Ben là, c'est sûr que il n'y a pas d'obligation, là, dans le sens qu'il ne peut pas mettre dehors quelqu'un ou dire si tu participes pas, je vais te renvoyer. Mais c'est sûr que s'il ne le fait pas, c'est quand même de la mauvaise foi. Puis il peut dire. L'employeur peut quand même dire « Hey, j'aimerais vraiment ça que tu participes parce que sinon, ça va nuire à l'enquête. » Mais c'est sûr qu'il ne peut pas l'amener de force, là. La chose peut... Il peut dire, ben c'est sûr que ça peut... Il va peut-être utiliser des mesures de réprimande, mais il ne peut pas le forcer en tant que tel à participer. Est-ce que, justement, parce qu'il y a eu une enquête chez l'employeur, puis là, évidemment, elle n'est pas favorable, je dis évidemment, je présume, là, mais tu sais, vous savez, je fais que on fait du travailleur depuis toujours. Mettons que l'enquête de l'employeur n'est vraiment pas concluante ou je ne l'ai pas vue, est-ce que ça m'empêche de quand même demander à la CNSST de faire une enquête? Est-ce qu'actuellement, les enquêteurs de la CNSST vont refuser de faire des enquêtes si l'employeur ne fait une ou... Non. Non, pas nécessairement? Non, pas nécessairement. C'est vraiment deux processus distincts. Si une question de Nat. Si le harcèlement mène à une dépression sévère, donc inapte, le délai peut être allongé. Ah, mais là, Nat, je pense que tu te trompes entre... justement, ce qu'on expliquait, c'est que le harcèlement, on fait une plainte aux normes du travail et si ça mène à une dépression, on va faire une réclamation en santé, sécurité du travail. Ouais. Là, c'est là que les gens se font pincer un petit peu parce que les délais sont différents. C'est quoi les délais, Sabrina? Pour santé et sécurité, c'est vraiment plus court. C'est 6 mois à partir de la connaissance. Je vais faire le lien, des connaissances de la lésion. Fait que dès qu'on a un diagnostic puis que le diagnostic est relié avec le harcèlement, mais à ce moment-là, c'est 6 mois. Fait que c'est vraiment plus court. Ce qui est plus long, c'est 2 ans, mais violence sexuelle. OK. Mais c'est trop long, de toute façon, d'attendre 2 ans après notre réclamation de harcèlement psychologique. La preuve, les gens déménagent, c'est plus difficile. Quand vous êtes victime comme ça, vous préparez un journal de bord. Après ça, lorsque vous êtes prête, c'est rare que je dis tout le temps, vous n'avez pas besoin d'un avocat, vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. Mais pour le premier document, qui après ça va être votre témoignage pour le reste de votre dossier, je pense que c'est bien, bien important. Premièrement, vous allez vider votre cerveau, vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête et après ça, vous allez le relire d'un peu plus dégagé puis retirer que l'essentiel. Ça donne rien de dire des stupidités là, qui donneront pas plus de poids à votre dossier. Ici, j'ai Kina qui dit « Considéré comme violence psychologique si pendant que je suis sur la CNSST, on ne me répond pas. » Probablement qu'elle fait référence à un employeur. Puis des fois, souvent, je vais avoir des gens qui vont dire « Bien là, mon employeur n'a même pas vérifié comment j'allais, etc. » Quand on est en arrêt de maladie, l'employeur, dans le fond, il n'est pas trop invité à nous appeler. Non, puis ça peut être aussi mal vu d'un côté où, quand la personne est en arrêt de travail, l'employeur essaie de nous joindre, bien, quelqu'un va vous dire, bien là, je suis en arrêt de travail, pourquoi mon employeur essaie de me joindre, vice-versa. Fait que, c'est sûr que c'est un petit peu sensible dans le sens que l'employeur veut donner une certaine distance aussi au travailleur qui est en arrêt de travail, là, puis c'est comprenable, là, donc c'est sûr qu'il ne cherchera pas nécessairement à communiquer avec la personne. Parfait. Caro a dit ici, j'ai 2 ans de harcèlement et de notes. J'ai été refusée par la CNSST. Donc, si on est refusé par la CNSST, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos démarches, là? CNSST, santé, sécurité. On a 30 jours pour contester. Oui, 30 jours pour contester la décision dès qu'on la reçoit. Ça s'en va en révision. Ça va en révision. Puis après ça, tribunal administratif du travail, là, pour poursuivre, ça va être une possibilité de conciliation encore au tribunal administratif. Sinon, c'est une audience à ce moment-là. Je vous le dis, quand la CNSST vous refuse, quand vous allez contester en révision, les chances que la révision maintienne la décision sont quasiment 98,9 % de chances. Il faut le porter en appel au tribunal. Ici, Lady B, souvent, c'est ça, le harcèlement psychologique, on va des fois le présenter aussi comme un peu une surcharge de travail. Peut-on se plaindre de surcharge de travail dans une entreprise syndiquée? Il y a 2 volets à ta question, Lady B. On peut faire une réclamation de surcharge de travail à la CNSST. Oui. On appelle ça un burn-out, qui n'est pas vraiment un terme, qui est un terme là, populaire, mais qui n'est pas vraiment un vrai terme juridique. Mais on peut faire une réclamation à la CNSST Division Santé-Sécurité, mais une surcharge du travail ne nous emmènera pas une plainte de harcèlement psychologique. Non, parce que faut que ça réponde quand même. Il faut qu'il y ait des comportements ou des gestes qui se passent d'harcèlement. Fait que c'est pas nécessairement ça qui se passe. Là, un épuisement professionnel n'équivaut pas à du harcèlement. Là. Il faut regarder quand même le contexte, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à un épuisement professionnel. OK.
On voit Nalia qui dit « On m'a congédié sous prétexte d'inconduite grave, ce qui est faux. Le relevé d'emploi est vierge. Donc, quand on est congédié, justement, pour inconduite ou peu importe, c'est là, on fait une plainte aux normes du travail. Votre délai est de 45 jours. Oui. Après avoir été consolidé, peut-on réclamer du harcèlement psychologique s'il n'a pas été considéré? Ça, c'est une question de bec sec. Ça dépend si votre lésion initiale, c'était du physique. Si physiquement, vous êtes consolidé, un dossier de harcèlement psychologique va être un dossier à côté. Ça ne sera pas le même. Ça ne sera pas la même chose, non. Mais si tu as un dossier physique, tu as des problèmes de douleur psychologique, là, tu peux faire une rechute. Stéphanie elle pose une question. Si on décide de déclarer la maladie professionnelle après 2 ans, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, moi, vous répondre, ça se peut que ça soit refusé. On l'a dit depuis le début, c'est 6 mois. C'est très, très important. Oui, il faut quand même une explication. Il faut un motif raisonnable pour expliquer pourquoi on ne pouvait pas la déposer dans ce délai-là là, du 2 ans. Il faut quand même une justification là, qui démontre un empêchement. Justement, quand on parle de... Là, il y a une question dans le chat de recevabilité. Oui, parce que c'est... Aux normes du travail, pourquoi... Il y a... si tu es cadre, on ne peut pas faire une réclamation de harcèlement psychologique. Mais il faut faire attention, le mot cadre, là, c'est un gros mot, là. Tu sais, je veux dire, quand vous êtes un cadre, quand on parle de gros cadre, on parle genre au-dessus de toi, il n'y a plus personne. Quand vous avez plusieurs supérieurs au-dessus de vous, vous restez un cadre intermédiaire. Donc, ça ne vous empêche pas de faire une réclamation. Oui, ça vise vraiment là, les cadres supérieurs, fait eux qui sont vraiment les plus, dans les plus hauts. Là. OK. Justement, on fait une réclamation de harcèlement psychologique justement aux normes du travail. Oui. Quand on va arriver au tribunal, à ce moment-là, et aussi en même temps, la CNESST, Division de santé et sécurité, a accepté ton dossier. Et là, vous allez arriver au tribunal et là, on va vous dire, bien là, l'avocat va te dire, moi, je peux t'aider au niveau des normes de travail, mais je ne peux pas te représenter au niveau en santé et sécurité. Là, qu'est-ce qu'un travailleur fait, là? Bien, il peut demander, puis c'est souvent ça qu'on fait, là, de joindre les dossiers ensemble pour faire aussi une audience là, qui va traiter des deux. La preuve n'est pas totalement pareille là, dans le cadre des deux volets. En santé et sécurité, il faut quand même démontrer là, la lésion professionnelle avec le diagnostic, tandis que volet normes du travail, c'est vraiment démontrer les critères du harcèlement. Mais on peut quand même joindre ça dans une audience où l'avocat, des normes, peut quand même là, présenter le dossier. C'est sûr que ça dépend. Là. Peut-être qu'on peut joindre... Ça peut être les 2 avocats. Ça dépend toujours de la personne. Là. On peut mettre les 2 avocats ensemble dans les dossiers aussi là, pour qu'ils plaident la même journée. Ça se fait. Puis là, j'ai Soccer qui dit ceci. « J'ai été congédiée après avoir dénoncé du harcèlement psychologique. » Ça, c'est une autre... ça l'ouvre à une autre plainte de pratique, là. Donc, effectivement, si on est congédié à cause d'un harcèlement psychologique, c'est quoi les recours qu'on peut faire? Plainte de pratique interdite pour avoir exercé son droit, puis... Congédiement déguisé. Oui, ça aussi. On n'était pas déguisé, on était congédié. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. 45 jours pour faire une plainte de pratique interdite. Une plainte de pratique interdite, d'ailleurs, là, ça va être notre sujet de la semaine prochaine, le congédiement, pratique interdite, tout ça. Là. Donc, une pratique interdite, c'est je reviens d'un congé de maladie, je reviens d'un congé de maternité, de paternité, etc. Puis quand je reviens, on me congédie. Ici, on a encore une question de CH Copy. Quand la CNSST commence-t-elle l'enquête? Dans le fond, après la médiation, la CNSST va faire les démarches pour l'enquête. Puis elle va se baser là-dessus pour rendre sa décision de s'il y a harcèlement ou non. Justement, Nat Flash revient. Donc, si l'employeur surcharge et tablette, ce n'est pas du harcèlement? Parce que là, tantôt, j'ai dit que la surcharge, ce n'était pas nécessairement du harcèlement. Bien, ça dépend dans quel contexte que c'est fait. Sûr. Ça peut l'être, mais... Oui, c'est ça. Si c'est une surcharge de travail parce qu'il manque quelqu'un... pour appuyer, bien là, ça ne sera pas considéré comme du harcèlement. Là, c'est pas... c'est vraiment juste qu'il y a un déficit au niveau du personnel, puis là, ça crée une surcharge de travail,
épuisement professionnel et tout ça, mais ça ne rentre pas dans les critères de harcèlement psychologique. Souvent, dans des dossiers de surcharge, on va avoir fait des plaintes de harcèlement, puis on va finir à régler le dossier en disant que c'est une surcharge, mais la plainte de harcèlement sert toujours d'outil de négociation. Ici, j'ai Magic Moon. Couper les heures abusivement, retirer un poste sans raison, est-ce de l'harcèlement? Bien, on sait clairement qu'on peut invoquer que c'est un congédiement déguisé, parce qu'on change vos heures, on retire un poste, mais ça peut aussi être considéré comme du harcèlement. Oui, ça peut être considéré comme du harcèlement parce que, justement, mais tu sais, encore une fois, ça dépend s'il y a eu plusieurs gestes répétés qui ont justement non désirés ou hostiles, puis qui ont créé un milieu de travail néfaste. C'est sûr qu'il faut quand même une démonstration de ça. Puis une atteinte, il faut quand même se rappeler aussi une atteinte à l'intégrité physique, psychique. C'est ça. C'est tout à prendre en considération là, dans l'analyse. Il y a beaucoup de situations qui peuvent être considérées comme du harcèlement, comme d'autres non. Tu sais, il y a du droit de gérance aussi que souvent, on oublie de l'employeur qui peut prendre certaines décisions qui ne plaisent pas à l'employé, mais qui fait partie de son droit. Ça s'appelle le droit de gestion. Ça, c'est souvent invoqué comme... Ici, j'ai une question de cachou. Il faut travailler combien de temps pour l'entreprise pour avoir des droits? Pour un congédiement, c'est 2 ans. Il faut avoir travaillé 2 ans. Mais pour la pratique interdite puis du harcèlement, il n'y a pas de question de délai. Par exemple, justement, je rentre travailler, après un mois, je suis isolée, j'ai pas de bureau, j'ai rien, on me traite de toutes sortes de noms, mais j'ai pas besoin d'avoir 2 ans de service. Le harcèlement psychologique a pas... On peut faire une réclamation sans avoir de temps. Ça, c'était la réponse à Cachou. Max, peut-on enregistrer des conversations pour prouver du harcèlement? La réponse est oui, absolument. On le dit régulièrement. On a plusieurs capsules TikTok à cet effet-là qui est justement quand tu fais partie d'une conversation, tu peux effectivement enregistrer. Oui. Est-ce que c'est admissible, par exemple, en preuve, toutefois, lors de l'enquête, ou c'est-tu mal vu ou bien vu quand c'est le temps de... Bien, c'est sûr c'est admissible. Si c'est mal vu, bien là, je penserais pas. Honnêtement, je comprends le... Tu sais, je peux comprendre le travailleur de vouloir se protéger en tant que tel. Ou les collègues aussi. Les collègues, c'est frustrant de savoir qu'on est filmé, qu'on est enregistré. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu es parti à la discussion, je trouve ça moins perturbant que quand c'est 2 personnes qui ne sont pas concernées. Mais quand c'est toi avec l'autre personne, c'est sûr, ça peut être un bon élément d'enquête. Là, même les enquêteurs en tant que tels, eux, enregistrent leurs propres conversations pour être sûrs de tout bien noter puis faire un bon rapport complet. Moi, tu vois, des fois, au stade de la première plainte, je ne vais pas dire qu'on a des enregistrements. Non. Parce que quand tu fais une première plainte puis tu as enregistré, là, ce qui arrive, c'est qu'au départ, on va te demander si tu vas aller en médiation. Si l'employeur sait que tu as il est fâché. C'est plus difficile. Fait que, tu sais, je pense, je le dis tout le temps, peut-être que de dire qu'il y a des enregistrements puis une preuve audio pour appuyer vos dires, peut-être de le faire après la médiation. Oui, c'est sûr, parce qu'on dirait que ça pousse moins vers la collaboration puis l'entente là, quand on sait qu'il y a des enregistrements. Chantal, si tu arrivé qu'il y a des fausses accusations? Ça arrive, oui. Mais c'est pour ça qu'on dit c'est sérieux faire une plainte de harcèlement psychologique, là. Oui, parce que les gens, tu sais, c'est ça peut amener des congédiements de l'autre personne. Puis là, c'est sûr que c'est écrit là, par la suite sur leur relevé. Puis tout ça, fait que c'est un impact important là, sur les autres. Nimla, moi, la CSST a maintenu son acceptation de mon dossier, mais là, mon employeur va au TAT. Donc, votre employeur, il va au TAT parce que, comme on vous le dit, c'est sa compagnie d'assurance. Chaque fois que vous recevez $1, lui, il reçoit une facture de 3-4 $. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va contester au tribunal administratif du travail pour essayer de dire que c'est pas du harcèlement psychologique ou pour tout autre motif qui sont économiques. Une fois que vous êtes rendu là, si vous êtes syndiqué, allez voir votre syndicat. Si vous êtes non syndiqué, à ce stade-ci, ça serait bien important là, d'aller chercher de l'information. Il y a des cliniques juridiques gratuites, du barreau, des universités. Mais à ce stade-ci, si vous êtes sérieux dans vos démarches, ça vaut vraiment le temps, avant de produire ton gros document de 5 pages, là, de t'assurer qu'il est bien ficelé. Ici, Millie Beauty. Je me suis fait crier et maltraiter devant les clients par des collègues et 0 conséquence. J'ai le goût de te répondre, Millie Beauty, qu'est-ce que tu as fait? Donc, elle, en principe, ce qu'elle aurait pu faire devant cette situation-là, elle aurait dû, si elle est non syndiquée, aller voir son supérieur. Si elle est syndiquée, aller voir son syndicat. Oui. Mais si ça l'affecte psychologiquement, elle fait quoi? C'est quoi l'étape de plus qu'elle doit faire?
Ben là, c'est sûr, c'est d'aller voir son médecin parce qu'il faut quand même une preuve là, médicale notée. Là, on ne peut pas rapporter par soi-même qu'on... Oui, on peut dire qu'on ne va pas bien, mais il faut quand même un document un médical. document médical, c'est fondamental. Absolument. Maintenant, il y a des nouveautés. Vous pouvez être pris en charge par des infirmières en santé mentale. Là, donc, c'est reconnu maintenant comme des professionnels de la santé. Ici, on a une question de Sonia. Pour enregistrer, est-ce qu'il faut le dire pour que cela soit admissible? Bien, quand on est parti à la conversation, pas nécessairement. Exact. Hey, t'as un beau chapeau de cowboy qu'on vient de donner comme cadeau de TikTok. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on poursuit un collègue pour diffamation, par exemple? Ben, ça peut être... c'est un recours au niveau civil, mais c'est ça. C'est tout ça passer par la CNSST. Oui, c'est des démarches qui sont compliquées là, au civil là, aussi. Je ne conseillerais pas nécessairement d'embarquer dans ces démarches-là. Démarches-là. J'ai Jalac qui dit « Ma superviseure me blâme pour du travail pas fait alors que j'étais en congé. Le patron la défend. » Ah, là encore, mon analogie, c'est voulez-vous avoir raison, vous voulez rester en couple. Tu sais, là, je veux dire, à ce stade-ci, souvent, on va me poser la question, est-ce que je peux? Tu peux tout faire dans la vie, mais il va y avoir des conséquences. Ouais. Fait que, tu sais, Jalax, oui, vous pouvez vous défendre. Si vous le faites, moi, je le ferai d'une façon très, très, très superficielle. Bonjour, j'ai pris connaissance que vous m'avez effectivement dit nanana, le dossier, c'est pas moi qui est en charge, c'était X, mais je vais le prendre en charge puis je vais régler la situation. Il faut faire attention à la façon que vous écrivez vos choses. Oui, puis c'est important, je pense, de faire une distinction aussi. Ça arrive des conflits de travail. Tu sais, un conflit de travail équivaut pas à du harcèlement automatiquement. Là, tu sais, on côtoie des gens, fait que dès qu'on est avec d'autres personnes, c'est sûr que des fois, il peut arriver des conflits, mais ça veut pas dire qu'il faut automatiquement faire une plainte d'harcèlement puis dire « Oh mon Dieu, j'ai été victime d'harcèlement ». Il faut simplement quand même comprendre qu'on est dans un milieu de travail. Fait que des conflits, ça arrive. Il faut mettre un peu d'eau dans son vin. On travaille, c'est une relation. Puis ça peut se régler aussi, là. Mais c'est pour ça que je dis relation humaine. Ouais. C'est pas écrit relation juridique, là. Hein? Ressources humaines. Donc, il y a de l'humainerie là-dedans. Ou relation de travail. Donc, des relations. Donc, c'est souvent, comme je dis tout le temps, c'est comme une famille. Ouais. Tes collègues de travail sont comme des frères et des sœurs. Tu n'es pas obligé de t'entendre avec tous tes frères et ta sœur, mais tu es obligé de les endurer, par exemple. Fait que je le dis souvent, tu peux pas contrôler les autres. Ce que tu peux faire, c'est te contrôler toi-même et contrôler tes réactions à une situation aussi. Et ton employeur n'est pas tes parents. Rentrer, tu sais, surtout, là, j'ai des plus jeunes qui vont se présenter chez l'employeur en pleurs. Et ils vont dire, ben là, voici ce qui se passe. Et ils s'attendent d'avoir un beau gros câlin, puis viens ici, moi, m'occuper de toi. Ce que je dis, ce que l'employeur entend, c'est, oh non, ça va me coûter de l'argent, puis c'est du trouble. Es-tu supposé d'être comme ça? Non. Mais C'est comme ça que ça se passe, des fois? Oui. Donc, il faut ne pas être aveuglé, mettre des lunettes roses, puis penser que ça va être facile. Mais il faut le faire. Là, Caro a dit, mentionnez le guichet d'aide, le GAISHT. C'est un guichet d'aide, justement, qui est gratuit. Vous avez bien raison, Caro, de l'avoir dit, qui donne de l'aide, justement, pour les dossiers de sexuels et d'harcèlement au travail. Donc, c'est également un autre plan que vous pouvez consulter lorsque vous faites votre premier texte pour vous assurer qu'il est correct. Donc, on a un beau commentaire de Valérie qui dit « Oh, wow, vraiment professionnel comme live, j'adore. » Merci à toi, Valérie. Merci du beau commentaire. Donc, j'ai Artiste qui dit « Moi, j'ai besoin peut-être d'une rencontre avec vous. » Donc, si vous voulez nous contacter, vous allez sur le INFO commercial 1-855-maître.com. Mike et Mike, bonsoir Sophie, je suis sur la CNSST, j'ai reçu une lettre du TAT envoyée de mon employeur. Donc, Mike, c'est pas ton employeur qui t'a envoyé une lettre du TAT, c'est le TAT qui t'a envoyé copie de la lettre de l'employeur. Donc, rendu là, c'est important d'obtenir de l'information. Aller au tribunal administratif du travail, c'est un tribunal. C'est assez stressant. Oui, c'est mieux d'être représenté pour bien comprendre son dossier puis c'est quoi l'enjeu rendu au tribunal, là, parce que c'est là que c'est le plus important. Oui. Miss Silver qui dit le harcèlement, c'est dans la durée. Oui. Donc, c'est souvent la répétitivité. Souvent, c'est sûr que ça peut être répété sur une courte durée, mais souvent, c'est ça. C'est dans la durée, mais le critère important, c'est répétitif.
Donc, JB qui dit, suite à la conciliation, plainte acceptée, qui paye l'assurance salaire privée d'employeur? Donc, si en conciliation, la plainte a été acceptée, puis vous êtes en arrêt de travail, il faut faire une réclamation à Santé et Sécurité. Ben oui. Ben oui. Sinon, c'est sûr que c'est votre assurance salaire, mais l'assurance salaire, elle paye souvent moins que la CNSST. Oui, il faut faire, si la personne est en arrêt de travail, puis une plainte, c'est d'accepter, ce que je comprends, mais il faut faire une réclamation à la CNSST. Comme ça, il va avoir droit aux indemnités de remplacement de revenus, qui est plus avantageux. Guillaume, il dit, au bas de l'échelle est un bon organisme. Oui, effectivement, ça aussi, c'est un bon organisme au bas de l'échelle pour avoir de l'information juridique, là. Donc, c'est important de vous informer. Comment savoir si la plainte de l'employeur au TAL, mais je pense que c'est au TAT que vous voulez dire, est toujours en cours? Vous allez sur le site du tat.gouv.qc.ca. Il y a une place qui s'appelle Services en ligne. Vous cliquez là-dessus, vous rentrez votre numéro de dossier de la CNSST qui commence par 5. Ça, c'est au niveau de santé et sécurité. Il y a 9 chiffres. C'est comme votre numéro d'assurance sociale de la CNSST. Là. 5, quelque chose, il y a 9 chiffres. Puis votre dossier de normes, lui, il commence par 6. Donc, c'est des dossiers qui sont attitrés dès le départ. Eux autres, ça ne change pas. Fait que si la femme du Wadjo, vous voulez voir si... quelqu'un d'autre m'a posé la question. Si vous voulez aller voir, allez sur le site du TAT puis allez voir qu'est-ce qu'il y en a. TikTok Barber. Je suis barbier, travailleur autonome. Ma boss m'interdit de prier. Ben, en principe, c'est plutôt une plainte de discrimination que vous pouvez faire, d'autant plus que vous êtes travailleur autonome. Quand on est travailleur autonome, on n'est pas éligible nécessairement à la CNSST, Division Normes du travail. Non, il faut faire les vérifications. Il faut faire les vérifications aussi. La femme du Wadjo, je me fais harceler chaque fois pour une collègue et mon employeur ne veut pas résoudre le problème. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Pouf. Bien là, c'est directement, à ce moment-là, une plainte à la CNSST, puis c'est eux qui vont prendre les mesures là, nécessaires si l'employeur veut rien faire, parce que l'employeur a quand même une obligation, fait que c'est sûr qu'il va être réprimandé à ce moment-là par la suite, plus tard, là, par le tribunal, si jamais il n'y a rien fait. Là. Justement, avec les risques psychosociaux au mois d'octobre, ce que ça a fait en sorte, c'est que maintenant, vous pouvez faire affaire directement avec un inspecteur de la CNSST. Tu sais, avant, quand tu avais un danger en santé et sécurité, tu pouvais appeler, puis là, à ce moment-là, il y a un inspecteur qui se mêlait du dossier. Maintenant, on peut faire la même chose pour les problèmes psychologiques. Le numéro de téléphone, c'est le 1-844 quelque chose là, en cas d'urgence. Ici, on voit Magic Moon qui dit « La CNSST m'ont refusé. » Là, c'est parti ici. « La CNSST m'ont refusé, mais j'ai un billet médical qui a cité que c'est à cause du harcèlement au travail. » Je veux juste vous dire que, dans le fond, quand le médecin il va émettre un rapport médical, lui, il va se fier sur ce que vous lui dites. Pas parce que vous lui dites que vous êtes victime d'harcèlement psychologique, puis lui, il l'écrit, que ça veut dire que ça va être automatiquement accepté. Non, parce que le médecin n'est pas nécessairement au courant des critères de harcèlement, qu'est-ce qui est accepté par la CNSST. Il va mentionner qu'est-ce que vous lui dites, mais c'est pas il n'analyse pas le dossier au complet. Là. Et je vois ici User83, micromanagement. Parlons-en. Y a-t-il un endroit pour porter plainte pour les cadres? Ben, si vous êtes un cadre intermédiaire, rien ne vous empêche de passer encore par les normes du travail. Si vous êtes un cadre supérieur, la seule chose qui vous est possible, c'est une plainte au civil, mais il faut avoir quelque chose à réclamer. Là. Oui. TikTok Barber qui dit « Hey, merci, vous êtes super, j'adore ce que vous faites. » Caro, si le syndicat ne nous représente pas bien, est-il possible de faire un 47.2? C'est quoi un 47.2? Bien là, 47.2, c'est dans le cadre où on n'est pas... Bien, c'est quand même, là, le syndicat a un devoir quand même de représentation. Donc, s'il ne remplit pas ce devoir-là, bien, on peut faire une plainte contre notre syndicat parce qu'il ne nous représente pas ou il a fait une erreur, il fait défaut là, de bien nous représenter. C'est un formulaire assez simple, justement. Quand votre syndicat n'a pas déposé un grief que vous y avez demandé, il ne vous aide pas, puis il ne veut rien savoir, puis justement, là, il dit « T'en as pas vraiment de plainte d'harcèlement psychologique » ou vous sentez là, qu'il n'est pas objectif ou quoi que ce soit. Effectivement, sur le site du TAT, qu'on vient de vous mentionner, tat.gouv.qc.ca, il y a un formulaire de 47.2 où vous pouvez faire une plainte, justement, contre votre syndicat parce qu'il n'a pas voulu vous assister. Stéphanie, puis ça va être notre dernière question pour ce soir. Syndicat, pourquoi CNSST attend la réponse des normes de travail avant d'indemniser?
côté santé-sécurité. Oui, santé-sécurité. Bien, parce que santé-sécurité ne fait pas d'enquête de son côté. Fait que c'est sûr que santé-sécurité attend de voir qu'est-ce qui est conclu au niveau des normes, puis il va se rattacher à ça. Souvent, quand, côté des normes du travail, il y a une enquête puis on conclut à du harcèlement, bien, santé-sécurité, c'est pas nécessairement là, automatique, mais dans la plupart des cas, vont conclure à ce moment-là une lésion. Là. Ce qui est problématique avec ce point-là, c'est que par le temps, justement, là, qu'on fasse notre plainte aux normes du travail, qu'on passe par la médiation puis qu'il y ait enquête, on est rendu à 7-8 mois. Ah, c'est long. Oui, puis la santé-sécurité, elle va attendre. Fait qu'en attendant, là, il faut que vous trouviez d'autres sources de revenus en attendant que la CNESST enquête, division normes du travail. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Assurance emploi maladie, 26 semaines, et vérifier si vous avez de l'assurance invalidité. Donc, c'est vos 2 pistes de solutions temporaires monétaires, le temps que la CNESST fasse une étude sur le harcèlement psychologique. Alors, c'est quand même un dossier un petit peu complexe. L'harcèlement psychologique, on en parle de plus en plus. Oui. J'ai rien contre la vertu. On avance, on recule les politiques des normes. Ça fait pas quand même 30 ans que ça existe, là? Non. Puis à chaque année, on a quand même là, il y a eu des nouveaux articles en vigueur en 2024 au niveau des politiques puis des facteurs, comme on a parlé. Fait que ça évolue, ça va dans le bon sens. Ça clarifie les choses. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est un des sujets les plus populaires, effectivement, malheureusement, qu'on entend dans notre quotidien. Puis comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu difficile de savoir bien identifier comment procéder. Alors voilà, pour aujourd'hui, le 12 janvier, c'était notre podcast « C'est ton droit », notre premier de la saison. Cette semaine, on parlait d'harcèlement psychologique. La semaine prochaine, on va parler de congédiement, pratiques interdites, jours fériés, tout ce qui est relatif avec les normes du travail, puis congédiement déguisé. On peut peut-être reparler un petit peu d'harcèlement psychologique aussi, là, parce que ça fait partie là, des normes du travail. Et la semaine suivante, dont la dernière de janvier, on va parler de accidents de travail. Après ça, au mois de février, on va parler de droit du logement, d'invalidité. Et sur notre site www.ctondroit avec un gros C, tondroit.ca. À ce moment-là, ce que vous pouvez voir, c'est l'horaire de la saison. Et si vous avez manqué le podcast, le balado, et vous voulez le revoir, bien à ce moment-là, il va être indiqué clairement où vous pouvez le revoir sur nos plateformes de 1855 mètres de C'est ton droit et également sur les plateformes de Cube. Alors voilà ce qui conclut notre épisode de C'est ton droit. Si on a une chose à retenir, c'est connaître ses droits, c'est déjà se défendre. Des fois, c'est complexe. Vous pouvez vous sentir intimidé. C'est décourageant, mais quand c'est bien expliqué, puis vous vous informez de vos droits, c'est votre droit de le savoir, bien à ce moment-là, ça devient un outil, puis une personne bien informée, bien à ce moment-là, a beaucoup plus de pouvoir dans sa vie. Donc, je vous remercie de votre confiance, et la semaine prochaine, on va parler de congédiement, comme qu'on vous l'a dit. Vous pouvez revoir le tout sur ctondroit.ca, et cette semaine, on va remercier les maîtres Sabrina Péloquin, avocate et enquêtrice autorisée, justement, en harcèlement psychologique. Donc, si vous voulez la consulter, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous, les auditeurs et auditrices qui sont là à toutes les semaines. Merci d'avoir participé à la discussion, à l'interaction. Je remercie Jean-François Bérard, notre directeur technique de chez Cube, Sango, mon directeur technique de chez TikTok, Stéphanie Guindon-Deveau et Patrick René de mon bureau pour la recherche et l'organisation. Et on se voit lundi prochain à 19h30, de 19h30 à 20h30 sur la plateforme TikTok et en reprise sur les plateformes de Cube pour le balado juridique interactif C'est ton droit. Si vous avez des questions, des suggestions, allez sur notre site. Vous avez un endroit où vous pouvez poser vos questions et peut-être ça va être le sujet d'un prochain podcast. Merci beaucoup. On vous embrasse. C'est votre droit d'être là la semaine prochaine. C'est ton droit vous est présenté par 1-855 Maître. Vos intérêts défendus d'une main de maître.